parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci à vous tous à l'international. Bienvenue chez vous, bienvenue chez les grandes gueules. Nous sommes mercredi, nous sommes le 10 février 2021. Merci à vous tous à l'international, à la régie Cabinet Condé. Merci mesdames et messieurs, à vous tous. Merci de votre fidélité. Plusieurs mots s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. Là, vous ne le ratez pas du tout. Hashtag espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le show qui vous parle, qui parle de vous, l'actu, oui, de l'opinion, du débat, les ingrédients d'une recette excellente. Les grandes gueules, c'est tous les jours et en direct évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. On s'intéresse à l'actualité, vous le savez très bien, le procès des activistes donc militants de l'opposition arrêtés donc en marge de manifestations politiques post-présidentielles se déroule depuis des semaines dans les tribunaux du pays. Des accusés donc détenus à la maison centrale ont déjà été condamnés. Plusieurs et diverses infractions donc leur ont reproché donc, et l'appareil judiciaire semble déterminé à sanctionner. Le collectif d'avocats qui défend les prévenus parle d'une parodie de justice et menace de se retirer des autres procès qui restent. Maître Mohamed Traoré veut donner des détails ce matin sur les motivations de leur décision. Il sera dans ce studio avec nous ce matin, mesdames et messieurs, c'est notre invité de parcours. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens évidemment s'intéressent à vous pour interagir sur nos sujets. Avec vous, bienvenue, bonjour mon cher Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Jacques Liwaleno, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. On a donné le ton depuis 2 semaines en ce qui concerne le trafic de cocaïne en Guinée, Jacques Liwaleno. Plusieurs officiers de police impliqués. Oui, nous en parlions et incessamment d'ailleurs du côté de l'aéroport international de Conakry-Bessia. On nous avait habitués à la présentation de quelques quantités de cocaïne, parfois dans des boutons ou dans des culottes, à des endroits insoupçonnés parfois. Et finalement, on se posait la question, une question légitime, pourquoi autant de saisies et puis pourquoi le phénomène n'est pas maîtrisé à partir quand même des endroits qui sont connus, parce que si c'est l'aéroport, on sait déjà que c'est le seul aéroport que nous avons, c'est assez facile pour pouvoir canaliser les choses. Si on a continué à amener autant de quantités dans notre pays, c'est parce que on a estimé que c'était vraiment un endroit où ça pouvait passer sans problème. Alors il y a eu des communications aussi bien de la police que de la justice. Et pour la première fois, le procureur est intervenu. C'était donc il y a bientôt deux semaines. C'était pour le cas de Nongo, le cas qui est à l'origine de toute cette actualité qui est assez bouleversante, parce qu'on parle quand même de l'implication de beaucoup d'officiers de police. Et on dirait tous les grands officiers de police seraient impliqués selon les informations que nous avons depuis hier, et puis beaucoup d'officiers aussi de la gendarmerie qui seraient donc impliqués. Aujourd'hui, ce n'est plus une interrogation là-dessus, c'est une information qu'on peut peut-être expliquer de manière assez précise à ceux qui ont connu la Guinée. Sauf qu'il y a des zones d'ombre vers les dernières années de compter dans notre pays, vers les années 2005, 2006 jusqu'en 2008. La Guinée était vraiment devenue une plaque tournante. Après, il y a eu un combat qui a été mené aussi bien par le CNDD que par les autorités actuelles et qui sont arrivées, qui avaient maintenu la même allure, même si c'était plus avec la même méthode, les mêmes méthodes, parce qu'avec Tchéboro, c'était beaucoup de descentes sous le CNDD. C'était un film. C'était comme un film. Maintenant, on nous avait présenté quelques barons ou des présumés barons du fléau dans notre pays. Aujourd'hui,
les personnes qui étaient donc citées comme étant des véritables narcotrafiquants ont non seulement été blanchis à l'époque, mais sont dans le monde des affaires et travaillent avec nous. Les grandes gueules. Donc il y a deux questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Soit Tchegboro n'avait pas présenté les vrais barons à l'époque, oui, ou alors ils étaient des vrais barons, mais ils ont changé de métier pour faire maintenant autre chose. Parce que ces personnes-là ne sont plus, on peut estimer comme ça, puisque la justice avait estimé à l'époque que Tchegboro n'avait pas présenté de scellés. C'est à cause de cela que certains n'avaient pas été, ou de l'ensemble n'avaient pas été condamnés. Vous vous rappelez, après le Dadi Show, on avait organisé un procès. C'est Feu Doura Chérif qui avait présidé les audiences, et au tribunal, on a vu une scène surréaliste où un procureur a mis en difficulté l'accusateur qui était donc Tchegboro, qui a présenté les Pascal, les Traoré, ils étaient assez nombreux qu'on présentait comme étant des narcotrafiquants. Donc on a demandé des scellés, et ces scellés, c'était les quantités qui ont été saisies avec les personnes qu'on présente comme étant des narcotrafiquants. Et c'est ce qui prouve effectivement qu'ils sont dans le trafic. Et aujourd'hui, la question qui se pose porte essentiellement sur cela. On a saisi une quantité du côté de Nongo, on parle d'une centaine de kilogrammes, alors que derrière, on parle soit de tonnes qui seraient arrivées à Conakry. Il y en a qui parlent de 500 kilogrammes qui seraient arrivés à Conakry. Et donc, toute la quantité n'aurait pas été présenté. Il y a un élément de reportage de la RTG qui le prouve clairement, où les officiers de la brigade anticriminalité parlent d'une quantité assez insuffisante par rapport à ceux qui auraient été acheminés vers Conakry. Ouais. Allez, on va dire pathétique, hein, Daouda Mohamed. On a évoqué plusieurs fois, évidemment, ce sujet dans notre émission, Les Grandes Gueules. Ce qui s'est passé hier, est-ce qu'on peut dire que c'était prévisible? Parce que même là aussi, Moussa a mené les enquêtes. C'est pour ça hier, il n'était pas avec nous dans ce studio. On va lui donner un peu plus tard la parole. Il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de non-dits parce qu'aujourd'hui, je le disais hier, que ce ne sont pas des petits Mamadou qui peuvent être impliqués dans un trafic de cocaïne surtout. On peut prendre des petits Mamadou, des Fatou dans les taxis avec du chanvre indien, mais lorsqu'il s'agit de la cocaïne, ce n'est pas des petits Mamadou, ce sont des gros bonnets. À l'époque du CNDD, on a vu même le président américain Barack Obama était intervenu personnellement sur le cas de Ousmane Konté et ensuite le cas de Moussa Konté, qui sont les enfants de feu Lansana Konté. Et à l'époque, on a vu des grandes personnalités, des grands officiers qui ont été cités, notamment feu général Kerfala Kamara et un peu quelques éléments de sa famille qui ont été cités. On a vu le gouverneur Mbemba qui a servi de nettoyeur de l'aérodrome de Farana pour abriter un peu une quantité de cocaïne. Ce ne sont pas des petits Mamadou. Le gouverneur, oui. Mbemba, il a été entendu. Il a été entendu. À l'époque, il avait réussi à duper Dadi. Les grandes gueules. Voilà. En lui rappelant que il était enseignant de son état, et qu'il n'était pas capable de le faire. Alors, ils ont été tous cités à l'époque, pas de petits Mamadou, hein, j'insiste encore, ce sont des barons, ce sont des gros bonnets qui sont dans le trafic de cocaïne. Et aujourd'hui, quand on parle d'officiers supérieurs de la police, il y en a même qui extrapolent, qui disent que seul le ministre et son secrétaire général aujourd'hui sont exempts de cette situation, mais tout autour sont impliqués. Et on attend bien de savoir qu'est-ce que ça va donner les jours à venir, parce qu'on nous apprend que le président de la République a donné des instructions fermes d'aller jusqu'au bout de cette situation. L'inquiétude, elle est aujourd'hui très grande. Elle est grande au point qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait eu à un moment donné des descentes, comme Jacques le rappelait tout à l'heure avec Tchegboro, et quelque temps après avec un régime qu'on a estimé avoir travaillé sur la réforme de l'armée, sur la réforme des services de sécurité et autres, et que ce soit des officiers qu'on cite encore aujourd'hui dans un prétendu trafic de cocaïne dans notre pays.
Et il faut rappeler qu'à Pamela, les présentations qui ont été faites, il y a eu une bonne quantité également qui a été retrouvée dans le corps d'une personne sans vie. Et ensuite, c'est une dame également qui était en partance pour Casablanca au Maroc, qui a aussi été interpellée avec de la cocaïne dans les Pampers. Il y a aujourd'hui toutes les mesures qui sont prises auprès de ces personnes, de ces trafiquants, pour dissimuler de la cocaïne afin de pouvoir sortir. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils sont bien sous la protection des personnalités qui les couvrent, qui connaissent bien le circuit. Qui connaissent bien le circuit, qui les couvrent, qui peuvent leur dire à quel moment il faut arriver à l'aéroport pour échapper à tel ou tel autre contrôle, à quel moment il ne faut pas arriver, et ainsi de suite. Ce sont des circuits qui sont maîtrisés par ces personnes, et je le dis encore une fois de plus, ce ne sont pas des petits mamadous. Si c'est le chanvre indien qu'on incinère au vu aussi de tout le monde, ça, ce sont les petits mamadous. Mais la cocaïne, ce n'est vraiment pas les petits mamadous. Voilà, c'est bien dit. Hein? Bien. Allez, tu vas nous laisser un petit peu en paix, hein, Mamadou. C'est important. Allez-y. Allez-y, Antoine Kourouma. La fois dernière, lorsqu'on a évoqué le sujet, lorsque j'ai évoqué le cas Thieboro et des autres, bizarrement, après l'émission, j'ai reçu au moins 5 coups de fil d'éléments travaillant pour les services spéciaux qui apparemment se sont vus attaqués par nos propos. Offensés. J'ai pas compris qu'on accordait autant d'importance au sujet. C'est quand j'ai fini, je m'en suis rendu compte. Aujourd'hui, avec cette saisie présentée de 177 ou 127 kg de cocaïne, on nous apprend que c'est 1 tonne qui aurait été saisie, que tout le colis ne serait pas venu à destination. Des noms sont cités. Et apparemment, des arrestations auraient eu lieu. Des officiers de la police et même je crois des BAC, 2 BAC dont les officiers d'un des commandants auraient été mis aux arrêts. C'est quand même une première dans notre pays qu'on fasse autant d'arrestations d'officiers de la police ou de la gendarmerie pour une affaire de cocaïne. Je me dis, certes, on estime qu'il n'y a pas assez d'efforts fournis pour y mettre fin, mais il y a tout de même quelques éléments qui encouragent. Pour ce scandale-là, si on fait la lumière et que les personnes impliquées soient mises aux arrêts ou répondent de leurs actes, je me dis qu'il y a une certaine volonté de mettre fin à la pratique. Même si, quelque part, il faut dire qu'il ne serait pas facile de le faire, connaissant ce que c'est que la cocaïne. Parce que très souvent, ça renferme beaucoup de mystères et c'est beaucoup d'argent. C'est une affaire de gros sous. Et donc, je me dis, si des officiers sont cités, c'est qu'ils ont peut-être mordu à l'hameçon. Ils ont mordu à l'hameçon parce que, certainement, on a voulu dissimuler une quantité importante afin de présenter une qui est minime, afin de pouvoir endormir la conscience des populations. Mais il a fallu peut-être le réveil d'une entité quelque part, certainement du chef de l'État ou d'un officier qui a peut-être attiré son attention, pour dire attention, la quantité présentée n'est pas celle qui a été saisie. Et je me dis que cette opération-là, si elle va jusqu'au bout, ce serait encourageant pour nous, la population. On va se dire que nul n'est au-dessus de la loi. Les personnes impliquées, surtout au niveau de l'armée ou au niveau de la police, si elles sont mises aux arrêts ou si elles sont dénoncées, c'est encourageant pour nous autres qui réclamons tout le temps justice, qui réclamons que dans de telles situations, que les personnes impliquées ne soient pas épargnées. Et donc, Lamine, pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire ce matin, si ce n'est que cette histoire aille jusqu'au bout, que les personnes impliquées... On l'espère. Répondre de leurs actes. On l'espère parce qu'on a habitué un petit peu les noms que j'entends là, Lamine. Oui, j'ai bien entendu Antoine. Voilà, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. C'est très important. Allez-y, Mafoudi Abangoura, parce que quand on parle de l'officier supérieur, entre autres, pour l'instant, évidemment, les preuves ne sont pas là en ce qui concerne ces personnes-là. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais il faut essayer d'appuyer plus fort. Allez-y, ma chère. Pardon. L'espoir, c'est de savoir que cette fois, il y a le président qui semble déterminé à avoir... Cette fois. C'est ce que je veux dire. Cette fois. L'espoir est que le président semble vouloir avoir... Il était au courant des affaires de 200 milliards, hein, ma chère. Hein, donc, voilà. On n'est pas dupes. Hein. On n'est certes pas dupes, mais quand même, lorsqu'il y a une volonté quelque part, peut-être, c'est important. Parce que si ce n'était pas cette volonté, est-ce qu'on aurait eu vent de ce qui est en train de se passer? Parce que lorsque, pour une fois... Non. Parce qu'il y a l'implication quand même des Américains. Hein, il faut le rappeler, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on se retrouve avec cette révélation, c'est que il y avait par le passé une situation qui perdurait. Peut-être aujourd'hui, on s'est retrouvé. Ce que j'apprends, c'est que ça va même au-delà
de la soustraction d'une quantité importante de cocaïne, il y a aussi, si on veut, la libération ou bien la facilité à ce que les personnes concernées qui sont dans le trafic puissent se soustraire de la justice. Et ça aussi, on parle de l'implication des agents. Ce qui est sûr dans ce cas-ci, c'est que quand on parle de cocaïne et que ça se retrouve, pour utiliser l'expression de Daouda, les petits Mamadou, on peut encore supporter. Mais lorsque ça vient et qu'on indexe des agents, c'est qu'on est à un degré où il faut forcément prendre les mesures parce que ça y va même de la survie de la nation. Parce que lorsque le pays se retrouve et que le pays devient la plaque tournante de la vente de cocaïne, c'est que la jeunesse dont on parle tout le temps et autres, c'est que cette jeunesse est vouée à se perdre. Parce que l'impact sur la jeunesse, c'est, si on veut, l'échelle le plus bas. Mais après, lorsqu'on se retrouve, c'est dans un schéma tel, on a le blanchiment d'argent et beaucoup de situations. Et évidemment, ça met le pays dans une situation telle que même l'économie est impactée. C'est pourquoi... On va écouter peut-être Moïse tout à l'heure, mais moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est de savoir aujourd'hui qu'en Guinée, il existe au niveau de ceux qui sont censés chercher, identifier et faire condamner les trafiquants, sont ceux-là aujourd'hui qui deviennent des trafiquants. Là, ça change totalement la donne. La donne, je comprends, mais c'est pas un fait nouveau. Hein. Partout dans le monde, les policiers, les gendarmes... mais les pays diffèrent de par le degré. Moi, ça m'étonne pas. Jacques le disait, il y a un moment, il y a eu une lutte. Lorsque Dadis est venu, il a manifesté sa ferme volonté de pouvoir lutter contre... Voilà. Allez, excuse-moi, Mafoudia, il me distrait en même temps en direct. Et là, c'est toi qui me... C'est ça. Ah bon? Ouais. Bah parce que je te regarde. Effet. Non, pas ça. Bien. Allez, mon cher Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on en vient évidemment à cette enquête. Hein. Hier, vous n'étiez pas dans ce studio, Jacques le rappelait, plusieurs officiers impliqués évidemment dans cette histoire. On y va avec cette enquête. Oui, d'emblée, je souhaite, pour ouvrir le bal, signaler que nous ne faisons pas le rôle, nous ne jouons pas le rôle de la justice. Non, pas du tout. Nous ne condamnons absolument personne. Nous allons nous en tenir aux faits. Et les faits, c'est quoi? Je commence par une question. La Guinée est-elle en passe d'être la plaque tournante du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest? En 2020, les services de renseignement ouest-africains étaient en alerte maximale. Ils ont été informés de l'arrivée prochaine d'une énorme quantité de cocaïne en provenance de l'Amérique latine pour les pays de la sous-région ouest-africaine, notamment la Guinée. Le signalement d'un gros navire aux activités suspectes sera donné à mer continentale et qui contiendrait de la cocaïne. Le cartel, en complicité avec leurs représentants locaux dans ces différents pays, ont pu faire entrer la marchandise illicite dans les pays ciblés sur la côte ouest africaine. Il n'y a pas d'agence de lutte contre le narcotrafic fiable sans un service de renseignement efficace. Les renseignements donnés notamment par la DEA américaine ont mis les services spécialisés des pays concernés en branle à l'effet de trouver les quantités de cocaïne et mettre aux arrêts les auteurs. Je rappelle que la DEA, c'est quand même l'une des plus importantes agences de renseignement dans le monde qui s'occupe notamment de la lutte contre la drogue. Très vite, des saisies auront lieu dans certains pays puisque ces services de renseignement ont été alertés notamment par la DEA. Je vais juste citer quelques exemples. À Cotonou, le 30 novembre 2020, sur un vol d'Ethiopian ET 917, une valise fouillée contenait 33 emballages de cocaïne ayant une masse de 4 kg. Le 23 novembre 2020, sur un autre vol, Ethiopian ET encore, une valise fouillée renfermait 17 emballages de poudre blanchâtre qui ont réagi positivement à la cocaïne. Sur le vol SN du 29 novembre 2020, 10 boules de cristaux translucides de la méthamphétamine ont été donc saisies, soit 9 kg en tout. En janvier 2021, au Sénégal, la gendarmerie a saisi entre Somone et Ngapuru un peu plus de 600 kg de cocaïne. Il faut souligner que, pour rappel, le 27 janvier 2007, la gendarmerie de Mbour, au Sénégal, avait déjà mis le grappin sur un Vénézuélien, un Équatorien, un Colombien, qui, aux yeux de tout le monde, agissait dans l'aquaculture. C'était juste une activité écran, car ces messieurs ont été interpellés à cause d'une saisie record d'1,2 tonnes de cocaïne, dont la valeur s'élevait à l'époque à 140 milliards de francs CFA. En Gambie, le 9 janvier 2021, 3 tonnes de cocaïne ont été saisies dans une cargaison de sel et dans un conteneur de 118 sacs de poudre blanche qui sont venus dans un cargo en provenance de Guayaquil, du côté de l'Équateur.
en Côte d'Ivoire, à bord d'un navire marchand provenant du Brésil en février 2020, les services de sécurité ivoiriennes vont effectuer la plus importante saisie de cocaïne peut-être de l'histoire du pays, 417 tonnes. Alors, vous vous demandez certainement, ces pays d'accord, mais qu'en est-il de la Guinée puisque les renseignements ont été donnés à tous les services secrets de l'Afrique de l'Ouest. Chez nous, 3 individus, certaines sources me parlent de 2, venus du Mexique, vont entrer en Guinée, prendre en location une villa située au bord de la mer, du côté de Nongo. Et la villa appartiendrait à une certaine Madame Sako, épouse d'un général hors du pays. Installés là, ils vont s'acheter un bateau, Lynx, le bateau de plaisance, à plus de $100,000 selon les informations policières. Ce moyen de déplacement leur permettrait, selon les premières informations de l'enquête, de recueillir, en complicité bien entendu avec leurs représentants nationaux, des cargaisons illicites en mer, puisque ce sont des bateaux très très rapides qui peuvent être quelquefois furtifs. En Guinée, ils auront pour complices des Guinéens, dont 2 noms des services vont ressortir au niveau des enquêtes. Il s'agit de deux gros Kaba, Mamadi Kaba, Issa Kaba. Alors, ces 2 noms donc vont ressortir au niveau des enquêtes. Je ne dis pas qu'ils sont complices, mais ces noms vont ressortir au niveau des enquêtes. Et ils procéderont, ces Mexicains et les complices, en toute impunité à leur trafic sans faire sourciller quiconque. Mais le hasard va se retourner contre eux. Parce que prendre une maison, agir de telle sorte, pendant une certaine période, ça pose quand même beaucoup de questions. Ils vont accuser un jour un jeune Guinéen qui leur servait de gardien. Ils vont l'accuser d'avoir dérobé $1,000 dans leur maison. Ouais. Alors, le jeune sera déposé à la BAC numéro 10 et soumis à un certain... On va lui donner du café noir, comme on le dit dans le jargon, pour qu'il puisse avouer avoir volé les $1,000. Le jeune va déclarer aux agents de cette brigade anticriminalité numéro 10 qu'il y a bien pire qu'un vol de $1,000 dans cette cour. Ouais. Il ajoutera qu'il y a de la drogue là-bas. Les grandes gueules. Aussitôt, la BAC 10 va descendre sur le lieu en prenant le soin d'informer la hiérarchie, notamment les coordinateurs des BAC, le commandant, l'adjoint. L'effet de surprise aidant, les agents feront la découverte de 21 sacs contenant chacun 25 plaquettes de cocaïne, de drogue dure et pure, pour un poids estimé à plus d'1 tonne. Certains services parlent d'1,5 tonnes de cocaïne. Ils vont également trouver sur place, dans cette cour du côté de Nongo, les 2 expatriés mexicains. Par un tour de passe-passe, selon une source policière, dont seuls les agents ont le secret, parce que c'est eux qui ont le secret de leur tour de passe-passe, aucun des Mexicains ne sera appréhendé. Aucun. Ouais. Ici, différentes sources parlent de cash en dollars, dont le montant varie entre 30 et $450,000. Les 21 sacs seront embarqués, destination la BAC 10, mais en cours de route, 3 sacs vont se volatiliser, selon les premières informations de l'enquête. Les agents des BAC vont ainsi informer leur hiérarchie sur la saisie de 19 sacs de cocaïne, contenant chacun 25 plaquettes. Les pick-up des coordinateurs des BAC vont se rendre sur le lieu. Ils prendront les 19 sacs. Un officier de la police se verra confier la marchandise blanche. Mais cette fois-ci, il se va confier non pas 19 sacs, mais 6 sacs. Selon les sources policières et judiciaires, tout cela s'est passé entre le 4 et le 5 janvier 2021. Et de cette date, il a fallu attendre le 14 janvier pour que la marchandise prohibée soit déclarée et mise à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. La DPJ. La DPJ. C'est pourquoi j'aimerais qu'on écoute cet élément de reportage le jour de la présentation de cette quantité, si c'est possible, pour qu'on fasse un peu le lien avec ce que je dirais dans les lignes qui vont suivre, Lamine. Ok, on va essayer de le même reportage. Oui, mais de la RTG, hein, il faut le rappeler. Oui, voilà. Oui, c'est un reportage de la RTG qui revient sur la présentation de cette quantité de cocaïne à la DPJ. Voilà, on va suivre cet élément avec nos confrères de la RTG et on revient. La sécurité des populations passe aussi par le contrôle des stupéfiants. C'est dans cette optique
que la police nationale, avec les brigades anticriminalité, ont procédé à la saisie de 100 kg de cocaïne ici à Conakry. C'est dans le cadre d'exploitation d'une information. Nous avons effectué une descente dans une villa qui se trouve dans le quartier Nongotadi, dans la commune de Ratoma, au bord de la mer. Quand on est arrivé sur les lieux, le gardien s'est mis en cavale. Il est resté introuvable. Après, en continuant les recherches, nous avons trouvé un sac lourd rempli de plaquettes. Ça a été déballé. Après un décompte, nous avons trouvé 100 plaquettes dans le sac. Il semblerait que c'était de la cocaïne qu'ils y trouvaient. C'est pourquoi nous avons mis ça à la disposition de la police judiciaire qui sont techniques en matière de faire des investigations et la recherche continue. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tout en studio, mon cher Moussa, vient de regarder cet élément. Ouais. Les activités suspectes dont je veux te parler se sont déroulées entre le 4 et le 5 janvier 2021. Ouais. Il a fallu attendre le 14 pour que l'on présente à la DPJ. Le 14 de quel mois? 14 janvier. Le 14 janvier. Ouais. Il a fallu donc attendre le 14 janvier pour que l'on présente à la DPJ cette quantité de cocaïne. Mais quelle quantité de cocaïne? Il y a 6 sacs qui avaient été confiés à une sorte d'indic de la police sur les 21 sacs qui ont été saisis dans la cour. Mais ce qui a été présenté à la presse ce 14, c'est 100 plaquettes de cocaïne. Ouais. 100 plaquettes de cocaïne donc présentées à la presse. Mais ce qui m'a taraudé l'esprit lorsque j'ai suivi un peu le reportage et le recoupement avec les enquêteurs sur ce dossier, c'est que lors de cette présentation, le colonel Fabou va déclarer que suite à un test à la poudre, suite à un test de la poudre blanche mélangée au réactif, a viré au bleu. Dans le reportage, vous le voyez bien avec un échantillon en train de présenter ça à la presse. Et effectivement, ça a viré au bleu. Ce qui signifie qu'en tant qu'officier de police judiciaire, de surcroît patron de la direction centrale de la police judiciaire, il a pris le temps d'effectuer le test sur toutes les plaquettes, puisqu'il n'avait que 100 qui ont été présentées à la presse. Mais il n'en est rien. Il n'a pas pris le temps de le faire. En Guinée, il existe un secrétariat général à la présidence de la République qui est chargé des services spéciaux de la lutte contre les crimes organisés, qui va voir naître en son sein une nouvelle direction appelée Direction du renseignement économique, financier et narcotique, en abrégé DREFM. Cette direction, qui est sur toutes les enquêtes, a été donc saisie par cette situation. Toutes les enquêtes de cocaïne, cette direction est au centre. Elle travaille efficacement sur le terrain avec l'ensemble des services de défense et de sécurité, mais aussi Interpol, la DEA, la CIA. D'ailleurs, ces 2 services sont présents dans nos murs et les services de renseignement français aussi sont également là. Puisque, aux dernières informations, les cocaïnes saisies avec certains spécialistes virent un peu au symbole de la Tour Eiffel. Donc, certainement, c'est en lien avec un cartel qui est aussi situé du côté de la France. Donc, ces services sont présents dans nos murs. Alors, ce service, la direction financier narcotique, à l'abrégé, et le renseignement, la direction du renseignement économique, financier et narcotique, donc va se saisir du dossier après la présentation des 100 plaquettes et va commencer à mener des enquêtes, puisqu'il a été question, lorsque ça a été présenté, d'incinérer la cargaison illicite. La direction va opposer niet catégorique à cela pour dire qu'il faut qu'une enquête se poursuive et que la quantité de la marchandise prohibée, qui est quand même une pièce à conviction, puisse rester un peu de façon intangible quelque part. Alors, cette direction va faire son travail. Mais il se trouve que sur les 100 plaquettes qui ont été présentées à la DPJ et que le colonel Fabou a présenté en disant ça viré au bleu, il se trouve qu'il y a au moins une trentaine qui n'étaient pas de la cocaïne, qui contenaient de la farine. La farine, bah ouais, Donc, en tant que spécialiste, quand même, Fabou... Il y en avait combien? 32, hein, c'est ça 32. En tant que spécialiste, je me pose des questions. C'est un officier, tout le monde connaît un peu l'expérience du colonel Fabou, qui a été formé à l'école de Tchébro, moulé par le général Baldé.
qui ne peut pas tout de même se permettre, à mon avis, de faire ce qui s'apparente à une fausse déclaration. Parce qu'on sait bien que partout dans le monde, lorsqu'on saisit de la cocaïne, ce n'est pas du chanvre indien ou des cacahuètes qu'on saisit. Quand il y a 1 tonne, vous faites le test sur 1 tonne. Il y avait 100 plaquettes. Il n'a pas pris le temps. Pourquoi ? Est-ce que ça a été volontairement fait, qu'ils ne prennent pas le temps de tester, de faire le test sur le réactif bleu, sur toutes les 100 plaquettes, ou bien il a fait de bonne foi, il a voulu parer au plus précis en prenant quelques échantillons pour faire le test. Mais ça taraude l'esprit, je comprends très bien. Ça ne marche pas. Alors, une question, pourquoi présenter les 32 plaquettes, Moussa, à la fin? Non, les 100 plaquettes ont été présentées à la presse, à la DPJ. Dans les 100 plaquettes, il y a 32 qui sont de fausses plaquettes de cocaïne qui contiennent de la farine. Et le test qu'il a présenté à la presse, il a dit, vous avez vu, ça a viré au bleu. Donc, dans le subconscient de tout le monde, on estime que toutes les 100 plaquettes contiennent de la cocaïne. Et puis, par expérience, les cartels n'ont pas pour habitude de mélanger des plaquettes, de fausses plaquettes et de vraies plaquettes. Ils peuvent faire une chose. Ils peuvent envoyer dans un pays où ils veulent développer leur commerce, ils peuvent envoyer de fausses quantités de cocaïne, complètement fausses, entières, pour voir si les services de renseignement vont mettre le grappin dessus ou si au sein de leur cartel, il y a des complicités. Dès que la fausse marchandise est prise, ils vont réajuster leur plan et aller ailleurs. Mais mélanger les plaquettes, c'est quand même une chose à laquelle on n'est pas du tout habitué. Pour ceux qui suivent un tout petit peu de près la lutte contre le narcotrafic. Et d'ailleurs, selon les informations judiciaires, les personnes qui ont été déjà prises ne parlent pas de fausses plaquettes. Celle à qui appartiendrait donc la marchandise prohibée. Donc, pourquoi cela s'est passé? Le colonel Fabou n'a pas été arrêté. Il a été entendu pendant des heures. Une commission rogatoire qui a été mise sur pied. La l'OCAD, les services de Thiebro, vous avez la douane, vous avez les renseignements, vous avez la police. Donc, c'est un service costaud, mais suivi de très près par le président de la République. Et donc, il sera entendu. Je ne sais pas quelles ont été les conclusions de sa défense, mais je trouve tout de même que la présence des 32 plaquettes de farine dans la quantité prise chez les Mexicains, c'est un peu difficile à comprendre. Et les enquêtes également sont en cours. Actuellement, avec l'aide des agents de la DEA, de la CIA, qui sont en Guinée, et les services de renseignement français, pour aller au niveau de toutes les ramifications de cette rocambolesque histoire de saisie de plus d'1 tonne de cocaïne pure, gardée donc par certains individus en uniforme. Et à ce jour, il y a au moins 5 commandants des BAC qui sont en prison. Je ne vais pas tous les citer, mais... 5 ou 10? Bon, on parle de entre 5 et 9, puisqu'à chaque fois, il y a des arrestations. Et celui qui est de la compagnie numéro 10, le commandant, le coordinateur des BAC, son adjoint, et tous ceux qui ont pris part à cette histoire, puisque ça a été... Il y a des coups de fil ont été passés lorsque la cargaison a été prise dans cette cour du côté de Nongo. Et ça pourrait, cette enquête, remonter jusqu'à certains officiers supérieurs de la police. Il y a aussi des enquêtes en cours du côté de certains gendarmes, voilà, qui auraient donc, qui seraient de près ou de loin mêlés à cette histoire. Mais ce sont les jours qui arrivent qui vont nous édifier sur le travail sérieux qui a été fait. Moi, je trouve que c'est une affaire suffisamment grave. Il s'agit plus que grave. Il s'agit de l'image de la Guinée. Il s'agit de sa respectabilité. Il faut que tout soit fait afin que cette histoire soit réglée par les Guinéens et qu'on démontre à la face du monde, à l'opinion internationale, que nous ne sommes pas un pays narcotique. J'ai fait exprès pour citer les autres saisies qui sont déroulées, même en Gambie. Ils ont saisi 3 tonnes, ils ont présenté. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus. Mais si chez nous, on n'agit pas avec clarté, avec transparence, avec efficacité, et je fonde mon espoir sur cette direction du renseignement économique et financier, qui est un service dont les responsables, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, ne souhaitent pas s'exprimer à la presse, ne souhaitent pas rencontrer quelqu'un, mais c'est eux qui sont au cœur de l'enquête, c'est eux qui tiennent les manettes. Il faudrait qu'on lave l'image de ce pays
et que toute la lumière soit faite sur ces 21 sacs contenant 25 plaquettes de cocaïne pour un poids total d'1,5 tonnes qui ont par enchantement pris une pilule d'amaigrissement et qui sont devenus 100 plaquettes de cocaïne. Et lorsque l'enquête a été serrée et qu'on a arrêté quelques commandants des BAC, ils ont fait venir 77 plaquettes de cocaïne. Et parmi même ces 77 plaquettes... Oui, ils ont fait venir 77 plaquettes. Et parmi ces 77 plaquettes, il y avait encore de fausses plaquettes de cocaïne, donc contenant de la farine. Je trouve que c'est suffisamment grave. Ce qu'on n'a pas pu se permettre au temps de la junte militaire, est-ce qu'on peut se le permettre dans un État dit démocratique avec à sa tête un président civil? Je me pose des questions. Au temps de Dadis, il y a des gens qui ont pris leurs jambes à leur cou, qui ne sont rentrés qu'à l'avènement du régime d'Alpha Condé. On met ainsi à l'eau le travail titanesque qui a été fait et les risques qui ont été pris à l'époque par les dignitaires de la transition. Le Premier ministre Komara, je parle également du capitaine Dadis qui a été quand même sur cette lutte-là de bonne foi, quoi que l'on dise. Tchegburo qui a pris des risques également pour sa vie. On ne peut pas, et ces agents dont je ne vais pas citer le nom puisqu'ils sont sur le terrain, mais beaucoup de personnes ont pris des risques pour leur vie, pour leur famille, en luttant contre ce cartel. Que le cartel ait le courage, je sais que je m'en prends à des intérêts ce matin, mais que le cartel ait le courage de s'installer en Guinée. Oui, Lamine, je sais de quoi je parle. Que le cartel ait le courage de s'installer en Guinée, de prendre une cour, de s'y installer, de développer une activité. On estime que le bateau de plaisance qu'ils utilisent a été acheté cash à un peu plus de $100,000. Qu'ils puissent exercer sur nos eaux de telle sorte de trafic, je trouve que c'est une insulte pour le Guinéen, pour l'image du pays. C'est notre avenir qui est en jeu. Il faut faire toute la lumière dessus. Nous n'accusons absolument personne, mais nous suivons de près ce dossier. Justement, relater les faits, c'est bien dit. Moussa Moïse Silla sur Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Voilà, évidemment aussi sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission. Bafoulia, on a écouté Moussa Moïse Silla avec cette enquête exclusive. Je te vois regarder avec les gros yeux. Quand on voit qu'il y a des officiers de police impliqués dans une telle affaire, on se dit on n'est pas sorti de l'auberge, Mafoudia Bangoura. Non, mais carrément, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que comme il le dit, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ils se sont bien installés. Ça dénote un peu... C'est clair qu'il y avait une forte complicité. Et tu le rappelais tantôt, c'est important de le signaler, il n'y a pas que la volonté du président de la République, il y a aussi cette implication à l'international avec la CIA et la DEA, c'est cela. Donc, c'est sûr que si c'est pas, en fait, il y a quand même une logique parce qu'il y a des, comme il le dit, il y a des cartels qu'on peut poursuivre de là-bas et on va continuer à les poursuivre partout où ils se trouvent dans le monde. Et si c'est le cas en Guinée, peut-être que oui, nous, on dirait qu'il y a des chances que ça puisse, en fait, ce réseau puisse prendre fin, ce réseau-ci qui est poursuivi. Mais dans l'ensemble, il faut que le pays même, parce que c'est vrai que tous les pays sont concernés par ces genres de trafic, mais ce qui diffère, c'est la volonté des autorités de chaque pays de vouloir lutter contre. Maintenant, si cette volonté manque et qu'on nous entend que lorsqu'il y a des éléments à l'international qui viennent se mêler à la danse, c'est que ce n'est vraiment pas gagné. Parce que ceux-ci finiront cette enquête, ils ont leur objectif. Ils retourneront. Maintenant, sur place, quel est l'objectif, pour nous Guinéens, de pouvoir faire face à de telles situations? C'est ça, en fait, la question. Je comprends très bien. Enfin, Moussa, expliquez un petit peu la présence des Français ici, parce que peut-être le cerveau, évidemment, aussi a des attaches du côté de la France. Il l'a dit. Allez-y, Jacques Levaleno. Justement, vous savez, nous qui sommes... disons un peu dans le golfe des Guinées, ces pays qui sont donc du côté de cette côte, nous ne sommes pas des consommateurs. Nous n'avons pas de moyens pour... même si nous avons des consommateurs ici, nous ne sommes pas de ces les Libériens, les Sierra-Léonais, tout ça, les anglophones, c'est vraiment des consommateurs. Oui, mais... Peut-être que les habitudes peuvent changer. En réalité, nous servons de carrefour. Les grandes gueules. En fait, c'est les Américains, les cartels qui sont du côté de l'Amérique du Sud, utilisent donc nos pays pour traverser et aller du côté de... Des pays de transit. Des pays de transit. C'est pourquoi quand vous
vous avez vu cet élément d'hier, c'est une dame qu'on a utilisée pour envoyer de la cocaïne au Maroc. Mais il l'a dit. Pour que, on est tellement en avance souvent. Et une fois au Maroc, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, envoyer ça du côté de l'Espagne et puis ça puisse gagner, n'est-ce pas, l'Europe. Donc nous servons un peu de transit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour ce cas-ci, maintenant, ce qu'il faut craindre, parce que ce que j'apprends à travers cette enquête, c'est qu'il y a des complicités. Mais lorsqu'on a pu commencer à recruter, en commençant par un gardien, donc un jeune Guinéen, ce n'est pas exclu que le recrutement puisse continuer jusqu'à la formation d'un cartel qui pourrait avoir des distributeurs. Donc des gens qui reçoivent des quantités, mais qui peuvent soit aider à transporter ou alors à distribuer à certains réseaux ici à l'intérieur, n'est-ce pas, du pays. C'est ce niveau-là que je crains aujourd'hui que nous atteignons. Et si nous atteignons ça, et qu'on puisse avoir à la fois un cartel, par exemple, du Mexique, un cartel de la Colombie, un cartel du Monténégro, qui utilise, n'est-ce pas, notre territoire. Et quand on voit un peu ce qui se passe entre les cartels dans certains pays, ils peuvent prendre des armes parfois pour se donner la mort. Notre pays serait exposé à une insécurité terrible. Et c'est bien cela qu'il faut craindre aujourd'hui. Voilà, on verra bien. Allez-y, dans un petit mot pour dire qu'il y a eu... vous savez, quand les policiers, les enquêteurs font une investigation en profondeur, ils font des enquêtes de voisinage, ils remarquent aussi le comportement de ceux qu'ils ont arrêtés, les suspects, pendant les jours précédents. Des indiscrétions autour d'un responsable, par exemple, de ces bacs, qui avait commencé à mener une vie de pacha. Parce que, vous savez, au bout d'une semaine, lorsqu'on a un petit truc, on ne peut pas se permettre. Beaucoup de dollars. Quand vous avez du mal quand vous achetez quelques poulets, je ne vais pas donner le nom de l'endroit parce qu'ils vont se reconnaître. Mais quand vous achetez à cet endroit-là, qui est bien connu de tout ce qui est Poda, vous achetez quelques poulets et vous venez un jour, une nuit, vous commandez une sorte de méchoui, un mouton complet. Un mouton complet et une valeur quand même de 4 millions de francs guinéens en termes de boissons alcoolisées. On fait quelques petites recherches et que pour commander déjà, pour chercher à acheter des maisons, des villas construites, toutes faites dans notre pays, pour des gens qui ont du mal à atteindre les deux bouts. Je pense que c'est assez compliqué. Et puis voilà, je trouve que il faut agir vite parce qu'il y a un élément très important souligné par Jacques. Des cartels ont fait tomber des États. C'est bien dit. Non, mais c'est très important. C'est très important. Et là où la peur est plus grande encore, lorsqu'il s'agit aujourd'hui de nos officiers de la police et de la gendarmerie qui soient mêlés à cela, ça veut dire que la terre est fertile pour tout ce que ces cartels peuvent aujourd'hui envisager sur notre territoire. Aujourd'hui, il va y avoir des frustrations, il va y avoir des condamnations et autres. Et après, quelles vont être leurs réactions ? Après, quels vont être leurs comportements désormais? Est-ce qu'ils vont être là désormais pour... Comment ils vont répliquer? Est-ce qu'ils vont être là pour nous sécuriser ou pour se venger désormais sur ceux qui leur ont fait subir un certain nombre de sévices? C'est aujourd'hui la peur dans notre pays. On était avec les Nigérians. Aujourd'hui, ce ne sont plus des Nigérians, ce sont des Sud-Américains qui viennent faire leur business dans notre pays. Ça amène à craindre beaucoup les 2 ou 3 années à venir. Comment nous serons avec ceux qui sont censés nous sécuriser, ceux qui sont censés retirer de la circulation tout ce qui peut nuire à notre sécurité, parce que si ce sont eux-mêmes qui sont au cerveau même, le cerveau, on a vu, on voit beaucoup dans les films, c'est vrai que ce sont des films, mais ce sont parfois inspirés, c'est inspiré de la réalité. Évidemment. C'est inspiré de la réalité. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine. Je suis juste sonné ce matin la nuit. Très sonné à écouter les révélations de Moïse, et surtout par rapport à l'implication de certains officiers, même si certains ne s'est pas encore avéré. Mais je me dis que la Guinée n'est pas en sécurité. Et j'espère juste que cette histoire lorsqu'elle prendra fin, on ne va pas assister à un règlement de compte, à une purge au sein de nos services de sécurité. Parce que d'aucuns pourraient penser que certains vont profiter de cela pour régler des comptes au sein de nos services de sécurité. J'attends de voir la fin de cette enquête. Parce que la fin pourrait déterminer la suite de l'ambiance au sein de nos services de sécurité. Parce que si, par exemple, des officiers non des moindres sont impliqués ou mis en prison, ou voire même, si leurs images sont écorchées à travers cette situation, je crains pour
un certain nombre de choses que pourraient subir certains au sein de nos services de sécurité. Je sais de quoi je parle. Et j'attends de voir la suite. Voilà. Attendons de voir la suite, évidemment, sur Radio Espace avec Moussa Moïse Sida. Dans la deuxième partie, on s'intéressera, on parlera justice dans cette émission ce matin. Notre invité de parcours, évidemment, ce n'est autre que Maître Mohamed Traoré, avocat à la Cour, il sera avec nous. Et puis, une autre enquête également à suivre. On parle de trafic de faux médicaments. La Guinée est dans ce domaine, là aussi, la plaque tournante. On s'y intéresse à 10h. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène, à balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.